Oui, non, mais pas de problème. Alors, je sais que je suis le dernier obstacle qui vous sépare de votre déjeuner. Je vous promets que je ne ferai pas plus de 15 minutes. Et je vous promets que ce que je vous raconterai sera différent de tout ce que vous entendrez dans les autres keynotes. Je m'appelle David Pchéry. Je suis le président de XRPL Commons. Et je voudrais prendre un tout petit peu de recul sur l'aventure qu'on est en train de vivre collectivement. Au début du siècle, on achetait notre lait dans des fermes à Paris, nos œufs dans des petits marchands, et on n'avait pas de moyen de conserver les denrées alimentaires. Ce qui fait qu'on était contraint de mettre en place une forme de solidarité avec ses voisins. Dès qu'on avait trop à manger, on amenait ça à son voisin du dessus. Dès qu'eux avaient trop à manger, on recevait les restes quelque part. Et puis, le réfrigérateur a complètement transformé notre manière de vivre. Nous a ramené sur notre noyau nucléaire et a quelque part brisé cette chaîne de solidarité qui était de fait. Et aujourd'hui, pour nous, le frigo, c'est un meuble. Mais en fait, ça a été une innovation absolument disruptive pour notre société. Et on a de plus en plus tendance à croire que la technologie, ça s'adopte vite. ChatGPT, 3 jours pour avoir 1 million d'utilisateurs. Threads, je crois, c'est 1 heure pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Mais en fait, ça forme une forme de dissonance cognitive, c'est-à-dire on croit ça, mais si on regarde vraiment, les courbes d'adoption des technologies majeures, elles sont beaucoup plus longues que ce qu'on pense. Je reviens sur mon frigo. C'est 20 ans l'adoption aux États-Unis, mais bon, vous rajoutez 10 ans pour que ce soit une adoption internationale. C'est 20 ans, c'est un cycle de 20 ans, c'est quasiment une génération. Pour regarder la voiture, c'est 40 ans. Internet a un peu accéléré les choses, mais il faut bien avoir en tête que les innovations disruptives, celles qui bouleversent notre société, elles mettent longtemps à être adoptées. Il n'y a pas si longtemps, le Daily Mail, en 2000, donc il y a à peine 20 ans, titrait « Internet, maybe just a passing fad as millions give up on it ». Je ne sais pas si ça vous fait écho à quelque chose, ce que nous, on est en train de vivre. Mais comme on est au sommet cryptosphère, qu'on parle crypto, qu'on parle blockchain, je voudrais donner un peu de contexte. En tout cas, le contexte dans lequel moi, je m'inscris quand on parle blockchain. Il y a 20 ans, j'ai l'impression de ne pas être le plus jeune ici, donc ça me fait plaisir. Il y a 20 ans, en Argentine, la classe moyenne s'est complètement effondrée. Il y a eu un effondrement du système bancaire. Les gens ont voulu retirer leur argent des banques. On leur a dit non. Vous aviez de l'épargne, et du jour au lendemain, vous n'aviez plus d'épargne. Vous aviez le droit de tirer 250 pesos par semaine, ce qui doit faire 5 euros aujourd'hui. Et à cette époque, moi j'avais une petite vingtaine, en vacances en Espagne, j'ai fait la connaissance d'Argentins de mon âge, qui avaient tout en commun avec moi. Ils étaient étudiants, classe moyenne, ils aimaient voyager, sauf qu'ils avaient quitté leur pays parce qu'il n'y avait plus d'avenir pour eux. Plus de possibilité de faire d'études, plus de possibilité d'épargner. Et ce qui s'est passé en Argentine, c'est que les gens sont descendus dans la rue de manière assez virulente. La police a répondu par la violence. Il y a eu 40 morts. Et ce qui s'est passé en Argentine, ça s'est reproduit sous différents formats, à mon sens. Que ce soit la prise du Capitole récemment, les affaires d'utilisation frauduleuse des données dans les élections, Cambridge Analytica, etc. Je définis ça, moi, par une entrée dans ce qu'on vit en ce moment, la crise de la confiance. Je pense que ça fait écho à des choses que vous connaissez, vous. On a de plus en plus de mal à faire confiance dans les médias, dans les partis politiques, dans les gouvernements, dans les institutions financières, les systèmes de santé, le système judiciaire. Et ça, pour moi, c'est là-dedans que la crypto prend ses racines. Et donc, on va faire un peu d'histoire. La crypto, ça remonte déjà aux années 70. Okay, le mouvement Cypherpunks, c'est des chercheurs de la Bay Area, en Californie, qui commencent à se dire il serait bien, avec l'avènement de l'utilisation d'Internet, il serait bien qu'on travaille au respect des libertés des individus. Et pour ça, ils travaillent sur des outils de cryptographie, des outils qu'on utilise massivement aujourd'hui, qui, à l'époque, étaient uniquement réservés à la défense.
C'était des outils qui étaient considérés comme des armes. Et ces cryptographes, qui maîtrisaient parfaitement ces outils, ont créé PGP, ont créé Wikileaks, ont créé Bitcoin. Mais déjà, bien avant Bitcoin, je ne sais pas si vous étiez à la Paris Blockchain Week cette semaine, j'ai rencontré David Chaum, qui est un des pionniers de ce mouvement-là, et qui a créé DigiCash en 96, 97, enfin, bien avant ce que nous, on considère comme étant la naissance de la crypto. Et leur motto, ils ont un manifeste qui fait 6 pages et qui est vraiment intéressant à lire, mais ce qu'ils disent, c'est « Privacy is necessary for an open society in the electronic age ». Et donc, ce qu'ils mettent en avant, c'est le respect et la protection de la liberté individuelle, la protection des données et de la confidentialité. Et ils font bien la différence entre la confidentialité et le secret. La confidentialité, c'est ce que vous voulez être sûr, vous voulez garantir la possibilité qu'une seule personne ou des personnes bien définies puissent accéder à un message. Le secret, vous voulez être sûr que personne n'accède à ce message. Avec ce point de, je dirais, qui peut induire quelques nuances, mais ce point de nuance, il est important. Et bon, bien plus tard, 2008, on arrive à une forme de maturité. Les outils sont matures, la cryptographie, les télécommunications, les réseaux pair à pair. Et avec ces outils, Satoshi Nakamoto, il fait une espèce d'agrégat de ces outils et publie son white paper sur le Bitcoin. Et pour moi, c'est un point de départ, mais c'est aussi une première étape de maturité. Il faut avoir bien conscience de ça. Tout à l'heure, je vous parlais de l'adoption des technologies disruptives. Ce n'est pas une ligne droite. C'est sinueux, on fait des mouvements en avant, des mouvements en arrière. Et donc, dans la continuité de ça, en 2011, Yvan citait tout à l'heure les bitcoiners, il y a des développeurs Bitcoin qui discutent sur un forum qui est toujours en ligne, Bitcoin Talk, et qui se disent « Bitcoin, c'est bien, mais ça ne répond pas à des fondamentaux du marché qui sont, l'instantanéité. Quand vous allez dans un magasin, vous voulez faire une transaction, vous prenez votre baguette, vous leur dites « Le block time, ça va durer 1 heure, dans 1 heure, vous aurez mes sous ». Ça risque de ne pas passer au niveau du commerce, au niveau du retail. Et la deuxième chose, c'est qu'en 2011, ils ont déjà constaté que ça allait être compliqué de scaler. La puissance de calcul, surtout en 2011, elle n'était pas disponible. Et donc, passer à l'échelle Bitcoin, ça posait des soucis. Et ils se sont dit, quel est l'écueil qu'on doit résoudre pour scaler le Bitcoin ? C'est le minage. Et est-ce qu'on est capable de trouver un mode de consensus qui n'utilise pas le minage ? Et ils ont créé le XRP Ledger. Alors, pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler du XRPL. Vous connaissez probablement le XRP, si vous en avez acheté, ou si vous l'avez vu monter, descendre. Mais on associe souvent le XRP Ledger à Ripple. Il se trouve que c'est 4 ingénieurs qui ont monté Ripple par la suite. Mais à la base, ils ont minté 100 milliards de XRP sans se dire qu'ils allaient créer Ripple par la suite. Ce qui était important pour eux, c'était de répondre à des besoins d'entreprise. Le paiement en particulier, le paiement transfrontalier. Mais ils ont créé, avec cette techno de blockchain, ils ont créé non seulement une blockchain un peu révolutionnaire, qui n'incentive pas les validateurs du réseau. Ça, c'est une des raisons pour laquelle ça n'a pas connu une adoption massive. Il n'y a pas d'incentive financier, vous n'allez pas gagner d'argent si vous contribuez au réseau. Le seul incentive que vous avez, c'est de participer à un réseau open source, qui est un bien commun, que tout le monde peut utiliser. Et avec une particularité, c'est que ça répond à des enjeux de régulation. Il y a eu une question tout à l'heure, comment vous allez gérer les airdrops de meme coin avec la régulation qui vient ? En 2011, dans le design du XRP Ledger, ils avaient déjà anticipé ça. Ils ont créé la Trustline, qui est un objet on-chain qui vous permet de dire « j'autorise un tel et un tel à m'envoyer quelque chose à hauteur de temps ». Et donc, il faut voir que ces quatre ingénieurs étaient assez visionnaires. C'est ce qui m'a séduit, moi, quand j'ai commencé mes premiers pas dans le monde de la blockchain, c'est de voir que des gens avaient anticipé un certain nombre de mouvements. Et puis, évidemment, vous connaissez Vitalik Buterin. La grosse innovation de Vitalik, ça a été de dire on va prendre le smart contract. Au passage, ce n'est pas Vitalik qui invente le smart contract. Il faut rendre crédit à ceux qui ont travaillé avant lui. En 1994, 20 ans plus tôt, c'est Nick Szabo qui a inventé le concept de smart contract. Mais la vision de Vitalik Buterin, ça a été de dire on va déployer le contrat et on va utiliser la blockchain comme infrastructure pour faire tourner ces bouts de code et automatiser l'exécution de ces bouts de code. Et là, on entre dans une nouvelle ère. On entre dans l'ère de ce qu'on appelle le Web 3. Et je l'illustre avec un iceberg parce que
aujourd'hui, cette semaine, à la Paris Blockchain Week, aujourd'hui au Cryptosphere Summit, on parle énormément de NFT, on parle énormément, enfin on en parle moins d'ailleurs, mais on parle énormément de crypto et on parle énormément de DeFi. Mais pour moi, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Vous voyez, tout ce qui est en blanc, c'est la partie visible, la partie bleu clair, la partie qu'on ne voit pas. Mais c'est la partie qui est bien là, et moi, c'est la partie qui m'intéresse. Donc je vais vous en parler. Mais en gros, la technologie de blockchain, elle est en train d'apporter des nouvelles primitives à différents niveaux de notre organisation de société. Le frigo a complètement disrupté notre manière de fonctionner en tant que société. Je pense que la blockchain est une innovation du même niveau. C'est-à-dire que dans 20-30 ans, on n'en parlera plus. Ça sera une commodité pour tout le monde. Les gens ne se poseront même pas la question de ce qui fait tourner leurs applications, mais ça sera omniprésent. Alors aujourd'hui, on discute beaucoup de ce qui se passe en finance. On est au niveau de l'économie, mais la blockchain va radicalement changer notre manière de gérer notre donnée, d'avoir une souveraineté propre sur les données, notamment sur l'identité. Elle va également bouleverser notre manière de faire consensus en tant que collectif, donc la gouvernance. Comment est-ce qu'on peut se faire confiance sans se connaître? Comment est-ce qu'on peut être sûr que les décisions qui sont prises sont appliquées? Comment est-ce qu'on peut être sûr que les décisions qui sont prises et qui sont ancrées quelque part ne peuvent pas être révisées? On a un vrai souci, je pense, dans nos sociétés modernes avec la véracité des choses, et la blockchain va nous apporter une couche de confiance qui, je l'espère, va participer à résoudre cette crise de la confiance. Et la dernière brique, qui est celle qui, à mon sens, a le plus de portée, la brique de l'équité, c'est-à-dire revenir à une forme de justice dans le partage de la valeur. On est à l'avènement aujourd'hui de l'IA, on n'est pas encore, c'est pas encore complètement déployé, mais on est quand même à un niveau de déploiement très avancé. Qui aujourd'hui bénéficie de la valeur extraite des données, ce n'est pas forcément les gens qui ont participé à concevoir ces données. Et Nicolas Dufour qui a écrit ça en rentrant de South by Southwest, il disait que la blockchain, c'est probablement l'arme ou notre outil de contrôle le plus puissant dans le déploiement de l'IA à l'échelle. Et donc ça, pour moi, c'est une promesse extraordinaire. C'est-à-dire on ne va pas changer de modèle de société, on ne va pas passer du capitalisme à autre chose, on va passer à un capitalisme peut-être plus juste, plus équitable. Et tout ça, quand vous les empilez les uns sur les autres, ça nous donne un nouveau modèle de société. On appelle ça la DeSoc, Decentralized Society. Et c'est ça, moi, qui m'anime. C'est ça qui me fait me lever le matin. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé... J'arrive plus à faire passer les slides, mais voilà. J'ai lancé XRPL Commons. Commons, en quelques mots, je ne suis pas là pour vendre la soupe, mais vraiment pour vous expliquer ce qu'on fait. Commons, en quelques mots, c'est une organisation de profit qui est basée à Paris et qui a pour but de créer les conditions de la réussite des entrepreneurs et des développeurs. Aurélien, qui dirige la résidence, a expliqué un peu les grandes lignes. Mais vraiment, notre focus, c'est les entrepreneurs et les développeurs. Et les développeurs, en ce moment, on voit qu'on sponsorise avec d'autres chaînes, et je suis très content de les citer, Sui, Algorand. On n'est pas en train de se battre pour les quelques développeurs qui développent sur la blockchain aujourd'hui. Il y a 28 millions de développeurs dans le monde. Il y en a à peu près 500 000 en France, tout langage confondu, tout stack confondu. Il y a moins de 100 000 développeurs blockchain dans le monde. Okay, donc le potentiel, il est là, il est dans les 28 millions. Il n'est pas à se tirer la bourre entre chaînes. Et notre vision, c'est de se dire, si on est suffisamment créateur d'opportunités, si on arrive à créer suffisamment d'opportunités pour des développeurs, pour qu'ils en fassent en fait leur métier, c'est-à-dire qu'ils disent je vais devenir développeur blockchain, on va convertir une partie de ces 28 millions. Je ne demande pas de les convertir tous, mais si on arrive à en faire 1% de cette année, ça serait déjà chouette. Et pour ça, on fait 4 choses principalement. On fait de l'éducation, on travaille beaucoup avec les universités, parce que ici on est au Cryptosphere Summit, il y a une vraie demande des étudiants d'avoir des parcours de formation qui soient solides, qui soient faits en partenariat avec l'industrie, qui ne soient pas faits hors sol, mais en partenariat avec l'industrie. Et les universités se sont de plus en plus à l'écoute de ce message. Et d'ailleurs, elles commencent à voir, quand je dis université, les écoles d'ingénieurs, toutes les structures de formation, elles commencent à voir qu'il y a de la demande, il y a de l'attraction côté entreprise pour recruter des développeurs blockchain.
On fait aussi de l'accompagnement sur le développement. Et s'il y a des techniciens dans la salle, je vous invite à vous lever à partir tout de suite parce qu'il y a mon collègue Luc qui est en train de donner un workshop à côté sur le développement sur le XRPL. Mais on fait des formations très régulièrement. Et enfin, on accompagne des institutions publiques, des grandes entreprises dans l'adoption de la blockchain. Et quand je dis l'adoption, c'est déjà la compréhension de ce que la blockchain peut faire pour eux. Et enfin, tout ce qu'on fait, c'est pour empower une communauté. Donc, être partenaire du Cryptosphere Summit, pour moi, c'est une évidence. Accompagner des associations en France, mais aussi à l'étranger. Faire de la cross-pollinisation entre associations étudiantes, c'est important. Faire en sorte que ces opportunités, elles ne soient pas que à Paris, parce que les problèmes que la blockchain peut résoudre ne sont pas que à Paris. Voilà, donc j'ai 3 call to action pour vous. Le premier, si vous êtes développeur et que vous avez envie de venir passer 2 jours avec nous, rue Beaubourg, dans nos bureaux, c'est 29 et 30 avril. Le deuxième, c'est notre prochain hackathon qu'on va faire avec la branche Cryptosphère de Télécom Paris Sud. Ça sera aussi dans nos bureaux, 3 au 5 mai. Et enfin, la prochaine cohorte de l'aquarium démarre dans 2 semaines. Donc celle-là, elle est pleine. On a closé une première cohorte sur la régénération, utiliser la blockchain pour lancer des principes régénératifs dans sa boîte. La seconde était sur la propriété intellectuelle, qui s'est soldée par un super démo day il y a 1 semaine, juste avant la Paris Blockchain Week. Et la prochaine sera sur l'identité décentralisée, elle commence dans à peine 2 semaines. Ensuite, on ira sur la finance décentralisée et ensuite sur la tokenisation. Et j'ai entendu qu'on avait des développeurs de jeux vidéo on-chain. On ira probablement sur le gaming plus tard, la mobilité, tous les sujets qui nous animent et qui rentrent dans ce nouveau modèle de société décentralisée. Voilà, donc en somme, ce qu'on fait, c'est supporter l'open source. On le fait avec, on l'espère, un mindset le plus ouvert possible. Nos portes sont toujours ouvertes, donc venez à nos événements, venez voir ce qu'on fait. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur la résidence, c'est là que ça se passe. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon appétit.